nombreux en ce mercredi matin pour cette conférence de presse qui marque le lancement du guide de secours et prévention du service de sécurité incendie de Princeville. Je m'appelle Marie-Pierre Paquette et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. S'adresseront à vous aujourd'hui M. Christian Chartier, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Princeville, M. Sébastien Douard, directeur régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Mauricie et du centre du Québec, ainsi que M. Gilles Fortier, maire de Princeville. J'aimerais aussi souligner la présence parmi nous de Mme Isabelle Folich, conseillère en sécurité incendie à la direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Mauricie et du centre du Québec. Et également avec nous ce matin, Mme Linda Trottier, directrice générale de la municipalité de Saint-Omer, et M. Yvan Riobel, conseiller à la municipalité de Sainte-Hélène de Chester. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. D'entrée de jeu, j'invite M. Christian Chartier à venir vous présenter le guide de secours et prévention ainsi que la démarche qui a mené à sa réalisation. M. Chartier. Bon matin à tous. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin avec vous pour vous présenter le premier guide de secours et prévention qui est assez unique au Québec en son genre. Depuis plusieurs années, la prévention incendie à Princeville est au cœur de nos préoccupations. Et on a prouvé qu'avec la prévention, on était capable de baisser nos pertes au niveau matériel de beaucoup reliées à la prévention incendie. C'est un facteur important. Fait que, comme le vieux dicton dit, il vaut mieux prévenir qu'intervenir. C'est vrai. On est capable de le prouver. Par contre, il y aura toujours la possibilité qu'un incendie se déclare, des catastrophes naturelles surviennent. On voit présentement avec les réseaux printanières que dans certaines régions au Québec, on subit des inondations. On va avoir des tempêtes violentes, des tempêtes de neige, on peut avoir des glissements de terrain, on se souvient tous du verglas. On est un peu à la merci de Dame Nature. Quand il arrive une catastrophe naturelle, on n'est jamais assez près. Donc, on a voulu donner à la population un guide qui permettra aux gens de se préparer, qui deviendra, entre autres, un plan de mesure d'urgence familial ou personnel. Mais avant tout, je veux remercier tous les commanditaires qui ont participé à ce projet, qui ont cru au projet, puis sans eux, la population de Princeville, Sainte-Hélène et Saint-Norbert n'aurait pas pu avoir ce document. Sans plus tarder, je vais vous présenter le guide de secours et prévention. OK, on a le mot du directeur qui présente là, le guide et qui invite la population à se l'approprier et à l'utiliser. Pas juste qu'une fois qu'ils vont l'avoir, de le laisser dans le tiroir, de s'en servir à tous les jours. OK, dans le sommaire, on a un code QR qui, en le sélectionnant avec un téléphone intelligent, nous emmène directement sur le site de la ville de Princeville. Si on a besoin d'informations, les gens prennent le document, sélectionnent le code QR, puis on tombe directement sur le site de la ville. C'est un outil qui est bien. OK, ensuite de ça, avez-vous une trousse d'urgence? OK, se préparer va être autosuffisant au moins 72 heures suite à une catastrophe ou une intervention d'incendie. On a à l'intérieur du contenu la trousse de base ici qu'on trouve, puis des conseils pratiques. Aujourd'hui, on a tous des téléphones sans fil à la maison, mais on sait qu'à l'heure de panne électrique, le téléphone ne fonctionne pas. C'est important que le vieux téléphone à roulette, d'en avoir un encore en stand-by, pas dans le fond du garde-robe, mais qu'on peut utiliser en cas d'urgence. OK. Ensuite, dans notre trousse de 72 heures, il faut avoir une trousse de premiers soins. On peut retrouver, on a les informations de la Croix-Rouge, l'Ambulance Saint-Jean avec les coordonnées. Puis une trousse d'urgence au niveau de la voiture, qu'est-ce qu'on doit avoir à l'intérieur. Puis on a une page qui est détachable à l'intérieur du guide pour le contenu de la trousse. C'est de ça, action à poser immédiatement après un incendie ou une catastrophe. Immédiatement, qu'est-ce que le propriétaire doit faire et le locataire? Dans les 24 heures suivant une intervention, et encore une fois par le propriétaire et le locataire, et dans les jours qui suivent. Parce qu'on s'aperçoit que, après avoir vu plusieurs interventions, c'est qu'après, les gens sont un peu laissés à eux-mêmes, puis ils ne savent pas trop où se diriger.
Fait qu'avec le guide, ben, ils vont avoir au moins une idée où s'en aller puis quoi faire, qu'est-ce qui sont les priorités. Ensuite de ça, on a cru bon de mettre aide à la tâche pour la réanimation cardio-respiratoire. On sait qu'au Québec, environ 3 à 4 % de la population est formée en RCR. Fait qu'on a cru bon de mettre à l'intérieur du guide toutes les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire pour les adultes, les enfants et les nourrissons. Fait qu'en suivant le guide, on est capable, en suivant toutes les étapes, de réanimer une personne. Les numéros civiques. Quelle est l'importance de bien identifier nos bâtiments? On vient de parler de défibrillation. En incendie, c'est pas si pire. Tu sais, on appelle ça, on y va au fly. Quand on voit la fumée, on se dirige vers là, on n'a pas de l'adresse, on la voit. Mais quand on est en mesure, en tant que premier répondant, qu'on intervient, qu'il faut chercher l'adresse, parce que c'est souvent la problématique est plus souvent dans le secteur rural, où que des fois, c'est des chiffres qui sont collés, qui sont bien petits, ben non, il y en a 2, 3 qui sont décollés, fait qu'on cherche l'adresse. Fait qu'on dit qu'on a 8 minutes qu'une personne subisse une défibrillation, elle a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Fait que, donc, si il faut chercher l'adresse, ben, on perd du temps. Fait qu'on donne, c'est quoi qu'on devrait avoir comme numéro civique, la grosseur des chiffres, fait que ça donne de l'information à ce niveau-là. Les comportements sécuritaires, les 8 comportements sécuritaires qu'on enseigne au niveau des enfants. Si on veut faire changer des choses, il faut commencer à la très jeune âge. Fait qu'on enseigne ça dans les écoles, fait qu'on est cru bon de mettre à l'intérieur du guide pour que les parents, que le guide soit interactif, pour qu'on puisse travailler avec les enfants, quoi faire s'il y a pas jouer avec des objets chauds. Si on trouve un briquet, qu'est-ce qu'on fait avec? Si le feu prépare nos vêtements, qu'est-ce qu'on va faire? Tombe, roule. Les enfants apprennent ça, puis ils sont de plus en plus au courant de ça. Si on se brûle, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a de la fumée dans la maison, comment sortir de la maison? On marche à 4 pattes sur la fumée. Le son d'avertisseur de fumée, savoir repérer le son, c'est quoi? Avoir un plan d'évacuation fait pour chacune des résidences. Ça va être la 4e année. Si je ne me trompe pas, ça va être ça, hein, Isabelle? Ça va être la 4e année qu'on va tomber qu'on va parler encore des évacuations dans les résidences. Et avec un point de rassemblement. Puis le pompier, ben, il est votre ami. On est là pour aider les gens. Fait qu'on ne veut pas que quand on arrive sur place, que les enfants aient peur de nous. On est là pour les aider. On a mis un peu d'histoire aussi. On se souvient tous d'incendie de Limel. Fait qu'on a des dates comme ça, le 2h46, le 6 mai 2012. Les dates qui sont gravées pour longtemps. Fait qu'on a mis là, des interventions, peut-être un peu d'historique, un peu dans notre guide. On a une autre intervention aussi qu'on a eue sur le Bois-Marie. Puis on a mis le monoxyde de carbone. C'est un gaz qui est inodore, incolore, puis qui est méconnu de la population. Fait qu'on a mis beaucoup d'informations au niveau du monoxyde de carbone. Fait que, qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Comment reconnaître les signes et symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone? On donne ces informations-là. Êtes-vous à risque d'une intoxication au monoxyde de carbone? On a des scénarios. Puis, comment vous protéger du monoxyde de carbone? On présente ici nos camions, nos deux autopompes, puis nos pompiers. Souvent, c'est tout le temps moi qui est un peu à l'avant-scène quand on a parlé avec les médias, tout ça, puis j'ai une équipe de 30 pompiers qui travaillent, qui sont là plus en arrière, qui sont là dans l'ombre, qu'on ne voit pas souvent, fait qu'on tenait à les présenter, puis que la population sache qu'on a 30 pompiers, puis qu'ils ont encore la sécurité des gens et sa principe. Sans eux, je ne sais pas, on n'aurait rien fait de ça. Ici, on a un autre incendie qu'on a eu dans le bâtiment agricole. Puis on continue avec le monoxyde de carbone. Puis l'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. On reçoit des téléphones, puis il y en a qui pensent ça, que le détecteur de fumée détecte le monoxyde de carbone. Fait que, vraiment, ça nous dit qu'est-ce que les deux font. Son installation. On reçoit beaucoup d'appels aussi. Où il faut l'installer, notre détecteur. Fait qu'on va voir ça à l'intérieur du guide, puis son entretien. Fait qu'ici, on voit les tempêtes violentes. Que faire? Reconnaître les risques. À l'approche d'une tempête, comment se préparer. Puis pendant la tempête,
Puis après, ben, on ne l'a pas mis parce qu'on a immédiatement après, 24 heures, puis les jours après, on l'a au début du guide. C'est la même chose qu'on ait un incendie ou une catastrophe naturelle, le principe est le même. Fait qu'on a parlé de plan d'évacuation tantôt. Bon, ben, comment le faire? Qu'est-ce qu'il faut indiquer sur notre plan d'évacuation? Au son avertisseur de fumée, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis on sait que la plupart des incendies surviennent la nuit. Fait qu'on a environ entre 3 et 5 minutes pour sortir de la maison quand un incendie se déclare. Ça va très rapidement. Fait qu'il faut se pratiquer, il faut être capable de sortir les 2 yeux fermés de la maison. Puis d'avoir un point d'ensemble à l'extérieur. Fait que là-dedans, c'est ça qu'on dit comment faire. Puis encore cette année, ça doit être la 4e année que la semaine de prévention des incendies va axer sur l'évacuation des résidences. On parle aussi d'électricité parce qu'il y a beaucoup d'incendies qui sont au niveau électrique. Fait que mauvaise utilisation, mauvaise installation, bien, danger d'incendie. Fait qu'au niveau des branchements, les rallonges, les cordons prolongateurs, les fils, le câblage, fait qu'on parle de ça. Ensuite de ça, les prises de courant, et ne pas tomber dans le panneau. Souvent, on parle des fusibles. Hein? On a une fusible, elle saute, bon, on en remet une plus grosse. Elle saute, on en remet une plus grosse à un moment donné, c'est qu'elle ne saute plus, mais là, c'est le fil dans le mur qui vient rouge. Fait qu'on dit comment faire, puis quoi pas faire. Au niveau des éclairages, en toute sécurité, éclairez-vous en toute sécurité. C'est qu'on sait qu'un ampoule incandescent peut atteindre jusqu'à 200 degrés Celsius, ça peut venir très chaud. Puis on a des globes halogènes qui peuvent atteindre encore plus haut que ça. Fait que c'est des risques d'incendie majeurs. Fait qu'on donne l'information là-dessus. Chauffer en toute sécurité. On donne l'information au niveau des plaintes électriques, des chauffettes portatives et d'appoint. En cas de panne de courant l'hiver, se préparer une panne de courant pendant la panne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite de ça, prenez garde. On donne des consignes de prévention. Ici, on utilise une génératrice. Qu'est-ce qu'il faut observer? Si la panne se prolonge quelques jours, aussi des indications observées. Puis on a écrit bon aussi de le mettre au niveau de l'intoxication alimentaire. Si la panne de courant se persiste dans le temps, bon, on sait que dans le frigo, à un moment donné, il va y avoir des choses qui seront plus bonnes. Fait que, pour éviter d'avoir des intoxications, on a mis des indications à l'intérieur de ça. Puis on parle encore de l'avertisseur de fumée. C'est que d'année après année, quand on passe en visite de prévention, on a une problématique au niveau des avertisseurs de fumée. On en parle souvent. Puis on revient là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme avertisseur de fumée? Quel choisir? Où l'installer? Souvent, on arrive là, l'avertisseur de fumée est débranché parce qu'il y sonne tout le temps. C'est juste des fois parce qu'il est mal installé. Fait que là, on indique les endroits où il doit être bien installé. Puis, ils sont pas, comment le vérifier? Puis, ils ne sont pas éternels. Un avertisseur de fumée est bon pour 10 ans. Après 10 ans, il faut le remplacer. Il y a une date qui est écrite dessus. On commence à mettre des dates en 95. Puis, s'il n'y a pas de date, c'est parce qu'il est plus bon. Mais il y a une date d'expiration qui est inscrite dessus. Puis, un monoxyde de carbone, c'est entre 5 et 10 ans. On a mis des numéros d'urgence. On sait que le 911 est pour les pompiers, les ambulances, police. On a mis aussi des numéros qui sont non urgents, qu'on peut rejoindre la police, les pompiers, clinique médicale, centre antipoison et autres services. Les personnes ressources extérieures, si on a évacué, à quel endroit qu'on va se rendre. Ensuite de ça, des contacts pour la famille, amis, voisins. Médecin de famille, puis agence compagnie d'assurance. Souvent, quand on arrive, c'est peut-être qu'on a des fois, les personnes changent de compagnie, ils ne sont pas trop au courant, fait qu'on l'inscrit dessus, fait qu'on va se faire un repère, on peut marquer notre numéro de police. Service de sécurité à domicile. C'est une consigne pour assurer la sécurité dans le domicile, on donne des informations là-dessus. Puis on a ici marqué emplacement des extincteurs, emplacement du robinet d'arrivée d'eau. Souvent, des fois, quand on est un peu sur les nerfs, c'est des choses qu'on ne se souvient pas. Voyons, où est où l'entrée d'eau, il est où le drain de plancher dans la maison. C'est toutes des indications qu'on va venir inscrire dessus, qui vont nous donner un aide-mémoire. Ensuite, on a des consignes à suivre en cas d'urgence, quoi faire. Puis, si on a d'évacuation au niveau de la population, bien, c'est quoi qu'il faut respecter. Et, pour terminer,
ben, on a mis des notes personnelles que vous pouvez indiquer à l'intérieur. Fait que, ici, ben, vous avez remarqué qu'à chaque page, on a des commanditaires, puis c'est ça qui a fait que ce guide-là peut venir au monde. Fait qu'on est très fiers de ça. Fait que c'est ça qui fait le tour de notre guide de secours et prévention. On en est très fiers. Puis maintenant, ben, c'est à redonner à la population, c'est l'approprier. Merci. Merci, M. Chartier. J'invite maintenant M. Sébastien Edouard à venir vous adresser quelques mots concernant l'appréciation du ministère de la Sécurité publique à l'égard d'une initiative telle que le guide de secours et prévention. Donc, M. Edouard, la parole est à vous. Merci. Premièrement, je tiens à féliciter la Ville, le maire, le conseil ainsi que le service incendie d'avoir préparé ce guide. Nous, au niveau du ministère, on encourage d'ailleurs ce genre d'initiative. On est beaucoup réactionnaire face à un événement, mais lorsqu'on est en mode préparation, je pense que c'est le type d'outil que plusieurs municipalités rêvent et en tout cas, on tient à vous féliciter pour la belle synergie qu'il peut y avoir au niveau de la municipalité avec le service incendie, d'avoir donné la possibilité de cette belle création. Puis d'ailleurs, on me disait d'ailleurs d'autres villes actuellement regardent ce fameux document pour le mettre en place dans leur municipalité. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir partager les efforts qui ont été faits ici. Et de responsabiliser aussi la population, hein, que ce ne soit pas la population qui attend après la municipalité pour quoi faire, mais maintenant la municipalité donne l'occasion aux gens de dire, bien, écoutez, voici un guide, soyez prêts, soyez autonomes chez vous, mais on sera toujours là. Donc la municipalité sera toujours là pour les accompagner. Mais le fait d'être en mode préparation, en tout cas, bravo, nous, de notre côté, on appuie ce genre de démarche-là et on aimerait que plusieurs municipalités puissent faire de même. Donc, bravo à l'initiative et on espère que ce fameux guide, que les gens pourront l'utiliser correctement. Puis, en tout cas, il est très bien fait. On voit que ce n'est pas juste au niveau incendie, hein, c'est aussi pour d'autres sinistres, parce qu'on parle d'inondation, on parle de plutôt de risque. Donc, c'est intéressant de voir que ce fameux guide-là peut justement aider les gens qui en auront de besoin ou qui pourront se préparer pour éviter d'être mal pris lorsqu'il arrivera une situation qu'on ne souhaite pas, mais au moins c'est un bon guide de préparation. Donc, de notre côté, bravo, et on va s'assurer de notre côté de pouvoir justement conseiller certaines municipalités lorsqu'on aura des demandes, puis en même temps, de leur dire, bien, écoutez, il y a de quoi très intéressant qui est fait ici à Brésil. Voici un modèle, et si vous avez des questions, contactez Christian, puis je pense que ça risque de faire boule de neige. En tout cas, de notre côté, on le souhaite, puis bravo à la municipalité et aux gens qui ont préparé le document, Christian en fait partie. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Edouard. Avant de conclure, j'aimerais convier le maire de Princeville, M. Gilles Fortier, à venir vous adresser quelques mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Princeville a l'habitude de sortir des sentiers battus en matière de service aux citoyens. Et l'initiative mise en lumière ce matin ne fait pas exception. Aujourd'hui, c'est notre service de sécurité incendie qui se démarque avec le lancement de son guide de secours et prévention. À plus d'une reprise, notamment lors du grave incendie Cheminel en 2012, notre escouade de pompiers a démontré qu'elle était prête à faire face à toute situation d'urgence et à agir efficacement en cas de sinistre. Avec le guide de secours et prévention, nous souhaitons nous assurer que notre population soit elle aussi outillée, à la fois pour prévenir les drames et pour poser les bons gestes si un incendie venait de survenir. Ce guide se révèle aussi une belle occasion de mettre à l'avant le travail exceptionnel accompli par notre brigade incendie, dont la trentaine de membres veillent à la sécurité de leurs concitoyens sur un territoire de plus de 300 km². J'en profite d'ailleurs pour saluer les efforts soutenus de M. Christian Chartier et de son équipe. En terminant, je formule le souhait que le guide de secours et prévention devienne la référence en matière de prévention des incendies pour les familles de Princeville et les environs. Longue vie à cette initiative et bravo à tous les intervenants qui ont contribué à sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Donc, voilà qui conclut cette conférence de presse. Nous rappelons donc aux citoyens de Princeville, de Saint-Lambert et de Sainte-Hélène-de-Chester de surveiller leur boîte aux lettres où ils trouveront prochainement le guide de secours et prévention à conserver précieusement.
J'invite maintenant les représentants des médias à prendre part à une période de questions qui sera suivie d'une séance photo avec notre mascotte. Bonne fin de journée à tous. On l'a publié à combien d'exemplaires? On va en distribuer environ 4000 exemplaires. OK, dans les 3 municipalités. Dans les 3 municipalités. OK. Ça a pris combien de temps d'élaborer ce guide-là? Depuis le mois d'octobre dernier que je travaille dessus. OK. Puis ça a représenté combien d'investissements? Combien ça a coûté? Ben là, on a vu que c'est des commanditaires, fait que le guide en tant que tel, municipalité, coûte ses montants de préparation. Pour l'instant, c'est tous les commanditaires qui ont participé pour le dédommagement. Qu'est-ce que le guide a coûté pour le guide? Si j'ai bien compris, les gens vont le recevoir par la Oui, par la poste. Par la poste. Oui, dans la municipalité de Princeville, Saint-Norbert et Saint-Hélène-de-Chester.